and we have really high-profile talks here on stage, and you should join that, really. This is a very unique opportunity to listen to these high professional people on stage, and this is really inspiring at this moment. I'm very pleased to introduce our host. This is Essimi Mewege. Where is the applause? Thank you very much. And on stage, we have the guest, Duke Koma. He's an actor and screenwriter and the rapper and artistic director for La Haine, a breakdancer from France and from Mali. Suleiman Diko, very famous, known as Solo. Enjoy. Merci. Alors, on est très content d'être ici parmi vous pour ce panel qui va parler de la culture hip-hop. C'est la troisième fois qu'on le fait. On avait déjà fait un panel sur la culture hip-hop les 2 années précédentes de Afrocan. Et là, pour la troisième année, sur ce panel qui met en lien la culture hip-hop et le cinéma, nous allons parler de la musique rap spécialement, de son évolution dans le cinéma, une musique qui s'est démocratisée au fur et à mesure des années. Et pour discuter de cette musique dans le cinéma, on va parler avec Solo. Comment ça va, Solo? Écoute, ma foi, pas si mal. Et comme je vais reparler de toi, comme l'a présenté celui qui nous a introduit, donc Solo, artiste, producteur, rappeur, French hip-hop légende, une légende du hip-hop français parce qu'il fait partie des premiers artistes qui ont amené cette culture en France au début des années 80 avec Ciné, l'un des représentants animateurs de la fameuse émission iconique HIPH Hooper 1984 et aussi avec le DJ Dynasty. Donc Solo, c'est une personne véritablement importante dans la culture hip-hop et aussi dans le cinéma puisqu'il a participé au film La Haine de Mathieu Kassovitz. On célèbre les 30 ans de La Haine quand même, Solo. Le temps passe vite. Oui, le temps passe vite. Ou aussi, tu étais directeur artistique de la BO du film. En fait, des musiques qui ont inspiré le film et que tu as mis ça en BO. Voilà. Alors, c'est plutôt dans l'autre sens. Oui. Ce sont des musiques qui ont été compilées en inspiration du film. Donc voilà, Effectivement, compilation qui en fait était l'image du rap de l'époque et de l'atmosphère qui tournait autour de tout cela, qu'on retrouvait bien évidemment beaucoup dans le film. Et on va parler de ça en plus en détail avec toi. Et aussi, c'est très important ta présence parce que on pourra aussi avoir ton point de vue sur l'évolution du rap dans le cinéma, qui était cantonné à la banlieue et aux minorités, et là qui est dans tous les genres de films. À côté de toi, Duke Koma, acteur, scénariste. Comment ça va, Duke? Écoute, oui. Ouais, je parle dans le micro, ça serait mieux pour tous ceux qui nous écoutent. Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Alors, ton actualité, on peut dire que tu es actuellement dans la série Sense produite par Martin Scorsese. Donc voilà, on t'a vu aussi, tu as co-scénarisé le film La Cité Rose, d'où aussi ta présence aussi importante parce que c'était un film de banlieue à travers le regard d'un enfant. On peut aussi que tu es très connu aussi dans le doublage. T'as doublé notamment le film Straight Outta Compton, t'as doublé le personnage Dr. Dre, l'acteur qui joue Dr. Dre dans Straight Outta Compton. Donc ça, on est dans la culture hip-hop aussi, dans la musique, et ta présence, elle est aussi importante. Donc, première question, et tu pourras aussi interagir avec Solo, vous pourrez discuter, interagir entre vous. Alors, moi, ma première question, elle est pour toi, Solo. Justement, on va parler de La Haine. Ça fait 30 ans que le film est sorti en salle, il était présent à Cannes. Il a eu le grand prix du jury, je crois, c'est ça, hein? Oui. Ouais, voilà. Justement, en parlant de la musique rap, alors, toi, tu as été directeur artistique, comme tu viens de nous le dire, des musiques inspirées du film. Il y a eu un album qui était sorti. Justement, c'était la première compilation liée au cinéma dans le rap français. Et comment ça s'est passé en fait? Pourquoi avoir choisi de faire une musique inspirée et pas faire un soundtrack, sachant que dans le film il y a un morceau rap d'expression directe. Donc voilà. Donc raconte-nous comment ça s'est passé en fait. Alors on va dire que déjà c'était un choix de Mathieu de ne pas juste étiqueter
le score du film, donc la bande originale du film, de l'étiqueter au travers de la musique rap, c'était plutôt de donner et montrer le panel des musiques qui étaient un petit peu explorées et qui supportaient le film de la vie de tous les jours des banlieues et de cette classe sociale, ou des différentes classes sociales qui sont représentées dans le film. C'était d'abord ce choix-là. Et ensuite, nous concernant, l'idée a germé, en fait, on a essayé de se mettre dans le sillage de ce qui se passait aux États-Unis, et notamment avec le film Judgment Night, qui avait une bande son qui était totalement dans l'hybridation, puisque c'était la première fois qu'il y avait vraiment un mélange entre le heavy metal et la culture hip-hop et le rap, précisément. Voilà. Donc nous, c'était un peu de pouvoir calquer ce genre de projet. C'était ça l'idée. C'était donc inspiration de la BO de Judgment Night. Voilà. Et de pouvoir faire ça. Maintenant, pour s'approprier quand même le projet et la manière dont il était réalisé, c'était plutôt d'avoir une photo qui représentait le spectre de ce qui était la culture hip-hop, mais surtout le rap français. Ouais, le rap français. C'était d'avoir une photo de ce qui se passait dans le milieu à ce moment-là. Ouais. C'était ça le propos principal. Ensuite, de se servir des sujets qui étaient traités dans le film et de voir comment les acteurs de cette culture s'appropriaient les différents sujets et pour nous les raconter, ou ce qui n'était pas si explicite que ça mis en image, au moins que ça puisse être compté au travers de la musique. Et ça a été difficile de choisir les groupes. T'as eu des refus, des choses comme ça. Comment ça s'est passé le casting, en fait? C'est vraiment, tout s'est passé, ça a germé vraiment tout ça dans ma tête. Il y a eu une chose qui a concerné Expression Directe, qui était en lien direct en fait avec Mathieu, et que moi je n'avais pas par exemple casté directement, et c'est Mathieu qui a insisté pour qu'il fasse partie du cast total. Après, pour le reste, c'était assez simple, vu que la place que j'ai moi dans la culture me permettait d'avoir accès à tout le monde. Et c'était ça le tour de force, c'était de faire en sorte que des gens qui peut-être dans la vie de tous les jours ne se seraient pas entendus ou ne se seraient pas mélangés pour collaborer, se retrouvent tous sur le même projet sans en faire quelque chose de rédhibitoire sur le fait de pouvoir aboutir. Et j'ai oublié de dire concernant Solo, qui faisait partie du groupe Assassin quand même, parce que quand même l'un des premiers groupes de rap français. Donc voilà, avec Rockin' Squad, un groupe qui a marqué la fin des années 80 et début des années 90. On va revenir par la suite vers toi, Solo. On va passer à Duke. Duke, moi je voudrais revenir sur le film La Cité Rose, dont tu es co-scénariste. Est-ce que la musique rap t'a inspiré au niveau de l'écriture, sachant que c'est un film, c'est le premier film de banlieue contemporain qui est sous le regard d'un jeune enfant, en fait. On n'avait pas encore fait ça. Comment ça s'est passé, sachant que il y a quand même une bande originale de film et un morceau rap avec Soprano. Comment peux-tu nous raconter un petit peu comment la genèse de ce projet, et aussi la musique rap aussi t'a inspiré pour écrire au niveau de l'écriture? Et aussi un mot sur, je pense que la musique du film La Haine aussi en tant que jeune à l'époque, a dû aussi t'inspirer, effectivement. Raconte-nous un peu. Bien sûr. Après, c'est sûr que La Haine, c'est un film, culte aujourd'hui, et la BO, évidemment, avec tous les rappeurs ou morceaux assez importants de l'époque, et qui avec lesquels on a grandi, et donc du coup, qui nous ont marqué. Donc, je suis vraiment, c'est un plaisir de fou de savoir que c'est toi qui fais ça solo et qui t'en occupait. Moi, je le savais, et on se retrouve là aussi, donc du coup, c'est un kiff. Tu l'as. Bravo. Non, c'est sûr, jusqu'à aujourd'hui, je crois même. Alors, d'ailleurs, moi, c'est une question qui était à la limite, après, bien sûr. Je sais qu'ils ont fait aujourd'hui aussi une comédie musicale sur. Exactement. Est-ce que, alors après, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas si on peut en parler ou pas, mais est-ce que
Est-ce que Du coup, la participation a continué sur la musique aussi. Est-ce que ça a été repris, les musiques, le travail que tu avais fait, ou alors Non, je crois le que là, Mathieu a plutôt décidé de remettre ça au goût du jour et il s'est adressé à des gens qui, à l'époque, n'ont pas participé au projet de bande inspirée du film. Mais je crois, c'est même pas je crois, je sais qu'il y a Medine qui a écrit un morceau, je sais qu'il y a Oxmo aussi qui a écrit Kenaton aussi. voilà, Akash. Donc il a fait évoluer cela comme les choses se sont passées dans la vie de tous les jours pendant ces 30 années et il l'a vraiment mis au goût du jour, quoi. Ça a été vraiment updaté. Oui. Voilà. Ouais, pour que ça parle à une nouvelle génération d'une certaine manière, mais qu'ils aient les codes d'aujourd'hui, enfin, j'imagine les références d'aujourd'hui peut-être. Ben, lui, le slogan du film original, c'est jusqu'ici tout va bien. Et là, il a repris ce slogan il a dit jusqu'ici tout va bien, rien n'a changé. Donc c'était bien, je pense, en tout cas pour lui, d'avoir les gens et l'expression musicale du moment. Bien sûr. Voilà. Donc, Du coup, la Cité Rose, quand nous sur la Cité Rose, après pareil, c'est-à-dire que bon, on a un réalisateur qui Julien Abraham. et qui du coup il avait des envies musicaux et des envies musicales pardon, et du coup on a un échange un peu à ce niveau-là mais qui reste assez succinct, c'est-à-dire que lui il a pris des stratégies de excusez-moi, il fait pas de stratégie de marketing, etc. Et donc, des choix à savoir. Mais il y a, en effet, Soprano a beaucoup porté de la BO. Parce qu'en même temps, vu qu'on avait justement, c'était un gamin qui était le vecteur de toute cette histoire. Et, il y avait un écho avec, la philosophie et puis l'état d'esprit d'un Soprano. Et t'avais aussi, Youssoupha, qui est aussi participé. Et après, il y a tout un tas d'autres, mais je sais que c'était les deux figures aussi assez importantes. Et après la musique, chez nous, il y a autant du rap que, par exemple, il y avait du Césario Évora, en fait, il y a tout. Voilà, donc du coup, c'était un panel de la culture un peu entre culture hip-hop urbain et qui forcément rebondit un peu sur un peu la culture afro à certains endroits, tu vois, sachant qu'on passe des Antilles à l'Afrique. Notre acteur principal dans l'histoire, il est malien et guadeloupéen, donc du coup il y avait une volonté de prendre un peu de ça. Donc voilà, après la musique, c'est sûr que c'est une écriture à la fois à part et qui commence qui commence je pense, dans la tête du réalisateur encore plus, que nous, les auteurs, on a que des propositions à faire, mais on est essentiellement sur l'écrit. Vraiment, je ne sais pas si toi, par exemple, est-ce qu'à l'écriture du scénario, il a eu à te consulter? Pas sûr. Alors non, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que ce qui a été proposé aux différents groupes, c'était de segmenter le scénario et de leur proposer de retranscrire une atmosphère ou par rapport au scénario et à des endroits et des scènes clés précises. Donc c'est-à-dire que les scénarios étaient là. Oui. Et par rapport à ces segments-là, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer, nous écrire? Voilà la vue du réalisateur ou des choses qui ne sont pas exprimées au travers de cette scène, mais qui sont quand même importantes. Comment est-ce que vous les retranscririez au travers d'un rap, d'une musique, voilà. Comment est-ce que ça pourrait jouer dans la narration globale de l'œuvre? Voilà. Des fois, c'est apporter un plus, autant que des fois, c'est vraiment être un miroir. C'était ça le propos. Et ça avait donné un morceau controversé, le sacrifice du poulet du ministère. Bah oui, puisque je crois que c'est d'ailleurs un morceau qui, on va pas dire lance leur carrière, mais qui leur amène une exposition plus que transversale à ce moment-là. On sort juste du microcosme hip-hop pour vraiment toucher toute la sphère politique et sociale française. Donc
Oui, très important. Très important. Mais pourquoi sur les musiques inspirées de la haine, aucun titre n'a été clippé? C'était Alors, volonté de Mathieu Kassovitz, c'était ta volonté, vous avez pas eu les budgets, il y a eu un problème avec la maison de disques. alors non, je t'avouerai que là, ça m'échappe totalement, mais le film a pris une telle ampleur sur l'œuvre que la question, je pense, ne se posait même pas. Il y avait déjà tellement de promotion autour du film et de battage que d'en rajouter en faisant des clips qui sont des musiques inspirées de... c'est Ça aurait pas été une la pro- logique. ça aurait pu, tout comme il y avait déjà assez à faire avec le battage médiatique qu'il y avait, puisque faut pas oublier quand même que le ministre de l'Intérieur a porté plainte. Ouais, bien sûr. Il y a eu un procès. Donc voilà, on est en train de parler de quelque chose qui culturellement touchait, je dirais, une bonne partie de la population française, qui a vénéré ou en tout cas porté au pinacle ce film. Et de l'autre côté, tout un pan de la sphère politique qui prenait vraiment ça très à mal. Donc, bon. Ouais, ouais. Alors faire des clips et des... je crois que déjà, il y avait beaucoup trop à gérer à ce moment-là. Ouais, effectivement. Voilà, parce que je crois que c'était Pasqua. Je sais plus si c'était Pasqua ou si c'était Sarkozy. 95. C'était Pasqua. Donc voilà, c'est... Ouais, Ça rigole pas. 95, Oui. c'était 95. Ouais, c'était pas quoi. Ouais, juste avant les élections présidentielles et tout, et qu'il y a un changement avec la. Donc Ouais, c'était très très chaud. ouais. Enfin voilà, la culture à ce moment-là s'est emparée au travers de l'aspect cinématographique de problématiques qui étaient plus ou moins, je dirais, tenues à l'écart du dialogue entre les classes sociales. On va dire. Ouais, exactement. La musique rap dans le cinéma a aussi beaucoup contribué à faire émerger cette musique-là à travers les BO, qui ont. Pas que les BO, le cinéma tout court. Ouais, mais oui, le cinéma, effectivement, puisque ça a commencé. Avec Beat Street, non, Wild mais Styles. avant. Voilà. Wild Styles. On va parler de succès planétaire, Ouais, puisque planétaire. moi je pense que l'avènement de la musique rap dans c'est plutôt quelque chose qui s'est passé vraiment de manière globale. Alors effectivement, on peut parler de Wild Style pour le fait que ce soit reconnu aux États-Unis et que ça ouvre des portes et Ouais, mais déjà à l'époque, un des premiers films qui n'est pas estampillé culture hip-hop ou même culture de banlieue ou même issu des minorités, c'est Flashdance. Est-ce qu'il y a un morceau rap de Flashdance à un moment où on voit Crazy Like des Rocksteady Crew et mais c'est Mr. pas un Freeze? morceau de rap. C'est pas un morceau de rap? Eh ben non, pas du tout. Ah, c'est j'étais Jimmy persuadé. Castor Bunch. d'accord. C'est plutôt vraiment un D'accord. morceau funk soul pur et dur. Ah, d'accord. Il y a personne qui rappe dessus. Non, C'est pas dans le rap. C'est on va dire un pan de la culture hip-hop, mais on n'est pas dans le rap pur et dur. D'accord. Donc dans le rap pur et dur qui était présent dans le cinéma, donc il y a Wild Style, Big Street, Crush Groove. On peut citer ces trois Très films-là. clairement, ouais. Après, il va y arriver ce qu'on va appeler les Wood Movies, les films de banlieue, fin des années 80. On peut dire aussi qu'un film comme Colors de Dennis Hopper, mais aussi une BO hip-hop avec Ice-T. Et après, c'est Spike Lee, Do the Right Thing. Et c'est là aussi que la musique rap prend son ampleur parce au début, elle était très estampillée, très collée au film de banlieue ou à des minorités. C'est là où on l'entendait le plus dans ce genre cinématographique là qu'on appelle movies. Et après, un petit peu au fil des années, elle s'est un peu démocratisée, puis vu que la culture hip-hop maintenant est devenue une culture mainstream. On peut citer avant qu'elle devienne mainstream, les BO ont joué énormément un rôle important pour faire connaître cette musique-là à un grand public. Mais moi, quand Oui. je t'entends Oui. en parler de cette manière-là, ce serait décoller tout cela de l'histoire, je dirais, afro-américaine, parce que, par exemple,
quand on pense à Sweetback, Badass Song ou ce genre de choses-là qui est de l'ordre de la blaxploitation et Exactement. alors le genre rap fait des choses qui ont déjà été faites avant dans les années 70. Exact. Dans ma perception. Hein. Oui, Après, bien je sais sûr, pas bien sûr, que- tu as tout à fait raison. Mais ça restait de la musique soul avec des grands artistes de soul qui faisaient des BO pour un genre cinématographique, Et pour donc- la blaxploitation. Mais là, ce que je dis, c'est pas que le rap. Ce que je dis, c'est pas que les BO arrivent, avec le rap que les BO arrivent. Elles ont déjà existé avant. Non, mais c'est le mariage de là où moi je veux en venir, c'est le mariage de la musique avec l'image. Ouais. Et que Exactement. cette chose-là Allez. ne passe son temps à évoluer. Et si demain c'est une autre musique qui devient le fer de lance de la musique au niveau mondial, c'est cet aspect-là qui sera mis en avant avec l'image. On a eu ça avec la soul et donc à partir de la fin ou le milieu des années 80 jusqu'aux années 90, c'est vraiment le rap qui globalement devient la musique dominante et donc effectivement il y a aussi ce rapport à l'image et comment des réalisateurs en font un passage de témoin entre des choses qui se passent dans certaines contrées et qui sont en fait reprises partout. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que au début des années 90, quand cette culture-là, la culture hip-hop, émerge véritablement et qu'elle devient à peu près grand public au fur et à mesure, et que la musique rap était utilisée dans les films, c'était essentiellement dans des films estampillés banlieue ou dans les films minorités afro-américaines. Aujourd'hui, on voit l'évolution. Comment tu juges l'évolution de la musique rap dans les films qui n'est plus cantonnée justement à road movies ou à des films afro-américains ou à des minorités, mais qui se retrouvent dans des blockbusters ou des films grand public. alors- Comment tu vois ça et notamment qui est notamment aux États-Unis, c'est beaucoup plus présent que dans le cinéma français. Comment vous voyez ça, toi et Duke et Solo? Comment vous jugez cette évolution-là? Que le fait que le rap maintenant n'est plus cantonné à un simple genre cinématographique et qu'il est présent dans d'autres genres, dans d'autres grands C'est ce que films. j'essayais de te dire tout à l'heure, c'est que pour moi, il n'est pas cantonné à un genre cinématographique. Alors oui et non, c'est comme tout. Est-ce qu'on va dire la même chose de la nouvelle vague, de la manière d'avoir juste du jazz et on ne connote pas le jazz par rapport à cette image et c'est une évolution, selon moi encore une fois, bien sûr. une évolution normale de comment les choses se passent et comment des créateurs décident d'utiliser leur énergie au service d'une parole ou d'une narration ou d'une forme de poésie. On a eu ça avec le grand jazzman Miles Davis. voilà, Miles Davis. Ce qui se passe avec le rap, pour moi, c'est vraiment de l'ordre du naturel et c'est culturellement parlant que les choses évoluent dans ce sens-là. Maintenant, aujourd'hui, j'ai du mal à cantonner ça vraiment à une expression qui serait juste tournée vers le rap. Il y a des rappeurs qui maintenant de plus en plus passent à autre chose, ça veut dire deviennent vraiment des acteurs et des acteurs reconnus, que ce soit Tupac, que ce soit et ça c'est encore une fois une histoire d'énergie et de créativité. Donc tant que ces gens-là, tout comme à l'époque dans les années 70, certains ont essayé avec plus ou moins de succès, mais on oublie que Barry White a fait du cinéma. Voilà, tous ces gens-là, bien sûr, bien sûr. Michael Thomas aussi, avant de devenir ce qu'on a perçu vraiment d'eux. Donc moi j'ai plutôt l'impression que c'est une expression qui peut-être se tourne culturellement et peut-être aussi le fait d'avoir accès à l'expression et que donc tout est utilisable. Donc, mais du coup, si tu peux réagir, donc toi, tu estimes que la musique rap ne souffre pas, n'est pas encore, ne souffre pas d'une mauvaise image en fait dans le cinéma. Tu estimes qu'elle est considérée comme les autres musiques aujourd'hui. Écoute, c'est comme tout, c'est la réussite pourtant, des choses. moi j'ai l'impression, et je sais pas si toi aussi Duke, moi j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore totalement acceptée dans le milieu dans le milieu du cinéma et qu'elle est encore
connoté notamment en France sur un certain style de cinéma en fait. Alors, est-ce qu'on est juste à se poser sur ce qui se passe en France ou comment les choses Globalement, sont? oui, non mais Globalement, moi, je pense que globalement, ça, elle est assez démocratisée puisque c'est devenu quelque chose. dans le c'est cinéma. Dans le cinéma, oui, elle est assez. Je pense que dans le cinéma, elle est notamment dans le cinéma américain, elle est plus la musique rap est plus diffusée dans des cinémas de genre, dans des films de grand public ou même des Marvel. Par exemple, un artiste comme DMX, on l'entend beaucoup dans des productions Marvel, notamment dans Deadpool. Et, ou alors dans Spider-Man, le film d'Alan Rakim, tout ça. Donc, c'est qu'est-ce que tu cherches à savoir? ma question, c'est est-ce que, notamment aussi pour la France, parce que je sais qu'aux États-Unis c'est beaucoup plus démocratisé, est-ce que en France la musique rap dans le cinéma est toujours connotée à un certain style de film, c'est-à-dire style lié à l'immigration, style lié au film de banlieue, ou alors parce qu'on l'entend pas beaucoup dans des comédies romantiques, dans des drames, dans des thrillers, dans le cinéma français particulièrement. Moi, ma question, elle est là. Est-ce que tu as l'impression, et même toi, Duke, que la musique rap est acceptée à sa juste valeur dans le milieu du cinéma, où elle souffre encore? Ça reste une niche. Ça reste dans la niche. Voilà. Donc, oui, non, c'est sûr. Moi, en tout cas, dans le cinéma français, c'est considéré, j'ai l'impression, comme une expression, et cette expression-là qui appartient essentiellement à la banlieue, et donc on l'a beaucoup plus dans le film, mais qualifié de film de banlieue, de quartier ou etc. J'ai l'impression, et c'est sûr que tu vas moins le retrouver dans des films d'auteur ou après dans des films d'auteur. Je sais pas les grands films publics. Les films grand public français, je sais pas à quel point on peut réellement en avoir aussi dedans. Si on doit faire l'équivalent avec, par exemple, les Américains qui, dans leur blockbuster, ils essaient pas à mettre du rap. Ici, les gros films, je sais pas s'il y a pas d'histoire. Et voilà. Après, ce que j'allais dire, c'est que c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est culturel. C'est les gens qui racontent le cinéma ou ces films d'auteur ou films dramatiques, etc. S'ils n'ont rien, entre guillemets, pas grand-chose à avoir, avec cette musique-là, ils auront du mal à y penser et à pouvoir la raconter, ou ça aura du mal à pouvoir raconter leur film. Donc j'ai l'impression que ça va un peu ensemble. Il y a aussi une question générationnelle, parce que C'est pas que générationnel. parce que quand tu ça dis dépend de la population. quand tu dis que c'est une musique parce que c'est une musique de niche, c'est ce que tu disais concernant il le considère comme une musique de niche, si j'ai bien compris ton propos. Non. Mais dans le cinéma, ça reste orienté dans une niche. Le cinéma français n'est pas orienté vers ces populations-là. Le rap, c'est vraiment quelque chose qui est catégorisé, je vais pas dire juste banlieue, mais c'est une tranche de la population. Et effectivement, que ce soit une tranche qui soit tournée dans l'aspect afro ou vraiment les classes sociales défavorisées, c'est plutôt là où on s'attend, surtout, on estampille le rap. Mais le fait qu'il y ait une nouvelle génération de réalisateurs qui sont nés dans les années 80 et 90 et qui aujourd'hui, le fait que le rap maintenant c'est la musique là, quand on voit les classements, les ventes en termes, etc., et qu'il y a de plus en plus de minorités qui font des films aujourd'hui en France. Tu penses pas que avec cette nouvelle génération de réalisateurs qui a grandi avec la musique rap en France, tu penses pas que justement la niche est dépassée et que c'est pas il y a pas autre chose derrière? Ben c'est les entrées et le nombre de productions qui vont dénoter tout ça. Nous, on peut le percevoir d'une certaine manière et se sentir très concerné, mais au final, ça va rester combien de films sont produits qui s'adressent à ce public-là et qui culturellement utilisent ces codes et le nombre d'entrées ou ce que ça va générer. Et il y a tout ça pour moi, c'est comme
dans la fashion, maintenant, d'avoir quelqu'un comme Pharrell Williams à la tête d'une grande maison, ça ne fait pas que en fait on respecte plus cette culture Voilà, dans la ça. manière de. D'accord. C'est plutôt comme ça. Que je C'est le comme ça perçois. que c'est pas parce que c'est pas parce que oui, un personnage comme Pharrell, c'est pas parce que la musique rap est devenue l'un des courants principaux de la culture mainstream que tous les rappeurs, on les voit maintenant, font des apparitions dans la mode, dans la que publicité, dans la pub et On va et pas toujours leur donner près au chapitre. Ce sera fait quand ça comportera un intérêt pour l'industrie. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, le meilleur exemple qui retranscrit selon moi bien cet aspect-là et qui peut s'adapter aussi à la musique, c'est le fait, par exemple, d'avoir quelqu'un comme Nino, qui, par exemple, pour le Paris FC, qui a été racheté par Bernard Arnault, va faire designer le 3e maillot de l'équipe. Je serais très étonné de savoir que Bernard Arnault s'intéresse à la musique de Monsieur Nino. Mais par contre, effectivement, s'intéresse à celle de Jay-Z. voilà. Je suis pas sûr qu'il s'intéresse à sa musique. Je pense qu'il s'intéresse à la surface qu'il touche. Ouais. Et au public qu'il est susceptible de toucher. C'est pas le côté de sa culture qui l'intéresse, mais l'impact qu'il a sur le marché, on va dire. Duke, je voudrais revenir aussi parce que tu doubles pas mal de films et de séries américaines et même afro-américaines. J'aimerais qu'on parle de Straight Outta Compton, le film que tu doubles un des personnages du film, Dr. Dre, pour la version française. À un moment, il rappe dans le film. Alors, je sais pas. Moi, j'ai pas vu le film en version française, donc je sais pas comment ça s'est passé justement. Non, après, on peut pas faire l'affront, enfin, de toucher un morceau de aussi iconique que, enfin, tous les morceaux, souvent la musique, on n'y touche pas. C'est-à-dire que on la prend telle quelle parce qu'elle est connue, enfin, c'est un outil commercial et médiatique qu'on peut pas toucher et dire, ah, tiens, on va traduire les paroles en français pour ensuite les chanter en français ou les rapper en français. Mais des fois, ça se faisait, hein. Ça dénaturerait complètement le morceau et du coup, il y aurait pas d'intérêt de faire un truc sur Dr. Dre à ce moment-là. Non. L'idée, c'était film, surtout qu'il est produit par autant Par Dr. Dre et Ice Cube, ils sont vachement au contrôle de ça. Donc, même sur le doublage. bah, Comment ça s'est passé sur le... c'est-à-dire que peu donne des directions au studio qui ensuite doivent les respecter. C'est-à-dire qu'ils les font respecter à travers le monde. Ils disent, voilà, il y a des choses, et puis de toute façon, dans les codes, généralement, en tous les cas, aujourd'hui, je sais pas, peut-être à une époque, ça veut dire, Ouais, mais à à une certaine époque, sur certains films, il y avait, même quand ça rappait, il y avait le doublage en français. ouais, alors, peut-être que ça a pu être sur des morceaux peut-être pas du tout connus, sur des choses que peut inventer dans l'histoire. S'il y avait un artiste qu'on avait inventé dans l'histoire et quand on reprenait des sortes de biopics, bah là, généralement, on touche pas les morceaux. Donc, voilà, pour les morceaux, non, pas du tout. Et moi, je voudrais aussi parler des beatmakers et des producteurs qui ont travaillé dans le cinéma. Ça me fait penser, je sais pas si tu les connais, Solo, What It Spirit, qui ont travaillé sur la BO du film Ma cité va craquer de Jean-François Richet. Et quand on voit leur évolution, parce qu'ils continuent à faire des musiques de films, je sais pas si tu sais, ou même de séries, ouais, des musiques à l'image, et ils sont plus quasiment, ils sont passés à autre chose. Parce que j'avais lu une interview de l'un des membres du duo. Ils sont passés à autre chose au niveau, ils font véritablement des vraies musiques pour l'image ou des vraies musiques du film. Donc, bien ça. qu'est-ce que ça t'inspire, toi? C'est une évolution normale pour des producteurs. Tu penses qu'on pourra les revenir dans le rap, faire d'autres projets du rap, ou alors tu penses que c'est quelque chose qui est définitivement derrière eux, quoi? Qu'est-ce que Alors, je saurais pas parler à leur place, mais je trouve que moi, ça me fait beaucoup penser au cheval de Troie, c'est-à-dire que utiliser la culture hip-hop pour pouvoir se positionner à un certain endroit et puis ensuite continuer d'évoluer, ça prouve bien que ça n'est qu'une étape et une étape
qui moi je trouve est majeure, si c'est cette étape qui permet d'ouvrir des portes et ouvrir des perspectives. Et je trouve ça carrément très intéressant de voir que des gars qui sont partis du rap pur et dur en sont aujourd'hui arrivés à pouvoir faire de la musique à l'image et d'être très crédibles dans la manière de le faire, parce que ça apporte encore une fois quelque chose peut-être d'assez inattendu, plutôt que d'être vraiment dans le score pur et dur fait par des gens qui viennent de la musique classique, d'avoir quelqu'un qui viendrait de l'aspect urbain des choses et mettre ce goût-là, ce flavor-là aussi dans ce qui se passe à l'image. Je trouve ça vachement intéressant d'avoir du Hans Zimmer sur tous les films. Ok, mais je pense qu'il y en a quand même eu beaucoup. Peut-être que il y en a un ou un Dr. Dre pourrait très bien arriver à faire de la musique à l'image qui soit aussi intéressante. Exactement. Et je trouve d'ailleurs que les albums, pour certains, sont composés comme des films. Quand on voit les albums que produisait Dr. Dre à l'époque, ça faisait très penser, c'était très cinématographique, quoi, avec les jingles, les dialogues, les mini-sketchs et les... Donc, ouais, moi je trouve ça assez intéressant et pourquoi pas voir un mogul émerger de tout ça. Moi, je trouverais ça assez intéressant. Oui, parce que c'est vrai qu'on voit pas assez de producteurs, de beatmakers hip-hop qui viennent faire des musiques de films. C'est pas encore assez répandu. Et moi, je voudrais aussi venir te concernant parce que tu es aussi un DJ. Donc, tu as travaillé sur la musique, comme on a dit au début, sur la haine. Tu n'as pas eu d'autres propositions justement pour travailler, associer la musique à l'image? C'est la musique à l'image, c'est un vrai métier. Il y a quelque chose qui est de l'ordre effectivement de la création, mais de l'interprétation. Et comme en fait on est au service d'un réalisateur, d'une idée, d'une pensée, et c'est un vrai, c'est pas juste une illumination. Alors des moments ça peut être ça, mais je pense qu'il y a un travail de collaboration qui demande à être vraiment très approfondi. C'est pas quelque chose qui sort comme ça. Enfin, tout le monde n'a pas ces capacités-là. On peut être très bon à faire un beat en 10 minutes ou en 2 heures ou en 3 heures avec des gars. Et maintenant, d'habiller une scène où on demande un tel genre, un genre d'émotion, ça demande vraiment autre chose. C'est un autre genre de travail. D'accord. Bon, on va finir par toi, Duke. En termes, tu es scénariste et tout, tu as co-scénarisé, comme on a dit, La Cité Rose. Est-ce que tu as eu d'autres propositions? Est-ce que tu as eu d'autres propositions pour travailler sur des films en dehors d'être acteur, toujours au niveau du scénario, qui est lié aussi, où la musique est aussi importante, l'univers musical est important ou pas du tout? Bah, après, là, ça dépend des films des projets qu'on a envie d'initier. Moi, généralement, je travaille sur des projets que soit j'initie ou alors j'échange avec le réalisateur et c'est pas dessus. Et on a écrit plusieurs choses. Après, c'est un métier qui fait énormément de temps. J'ai coécrit notamment avec Jimmy Laporal Trésor, qui est co-scénariste aussi, sur La Cité Rose. Et on a écrit une série qui a eu des prix d'écriture, ça s'est démarché, etc. Et Pipeline, enfin voilà, t'as une production qui se débrouille avec, il y en a tout plein d'autres. Après, moi généralement, j'évite quand on me sollicite pour quelque chose que moi j'ai pas initié, je préfère ne pas y aller parce que j'ai mon activité d'acteur qui me prend du temps et qui fait que je peux pas m'éparpiller. Et je préfère, essentiellement, je suis pas un scénariste pur qui ne fait que ça. Du coup, je m'éparpille moins. Maintenant, après ça va. La musique, comme je te dis, pour moi, enfin en tous les cas, c'est avec le réalisateur qui se réfléchit, sauf si c'est un film sur la musique dès le début. Si c'est un film sur la musique dès le début, et là, ok, j'ai des volontés, il y a l'envie d'écrire un truc, où la musique va avoir une place importante, mais c'est trop tôt pour en parler, et à ce moment-là, évidemment, on se posera toutes les questions nécessaires pour voir à quel point la musique peut raconter ce qu'on a, les scènes qu'on met dedans, ou vice versa.
et de savoir à ce moment-là quels sont les compositeurs à qui on pourra avoir affaire, peut-être un Hans Zimmer ou un solo. Comme ça, je vous souhaite. Merci beaucoup, Solo et Cook. C'était un véritable plaisir de nous avoir aujourd'hui et de parler de la musique un peu dans le cinéma. C'est bon? Parfait. Donc, voilà, je vous remercie. Alors, votre actualité, Solo, il y a ton autobiographie qui vient de sortir qui s'appelle Notre moment sur ta liste, coécrit avec Émilie Saada et Yann de Rien. voilà, qui raconte tout le parcours de Solo et à travers son parcours, ça raconte l'histoire aussi de la culture hip-hop. Un pan de la culture hip-hop Ouais, un pan. à la française. À la française, c'est ce que j'allais dire au début. Et toi, Duke, tu es dans la série Sense, produit par Martin Scorsese, qui est diffusée sur la plateforme Fox Nation, ou c'est une chaîne de télévision? C'est une plateforme? C'est une plateforme, en espérant qu'elle arrive chez nous aussi en France. Donc voilà, et aussi tu tournes actuellement la saison 2 de la série d'Olivier Marchal qui s'appelle Pax Massilia. Sur Sur Netflix. Donc voilà. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir dans le panel. Mais merci, C'est, merci à toi. Merci à nous. Vincent, c'était très bien. Parfait. Donc voilà. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour vous. Merci beaucoup.